texte consacré à l'ennui auquel une partie de son œuvre est associée, Barroll dit qu'il est important de s'asseoir et de regarder attentivement la même chose. Il ne suffit pas que ce soit en gros la même chose, il faut que ce soit exactement la même. Car plus longtemps vous contemplez exactement la même chose, plus le sens disparaît et plus vous vous sentez bien et vide. Voilà qui sonne comme une formule de méditation en vertu de laquelle n'importe quel objet suffisamment soporifique, une poignée de porte, votre propre nombril, est un moyen pour atteindre l'agréable sentiment vide que recherchent les frères en mystique de Barroll. Mais ce que je voudrais souligner, c'est la disparition du sens, ce qui ne laisse subsister que l'objet tout nu. Bien sûr, dans la mesure où nous vivons dans des mondes dont les structures sont intentionnelles et situationnelles, il n'est pas du tout évident, comme j'ai tenté de l'établir plus haut, qu'une fois soustrait le sens, il nous reste beaucoup d'un point de vue esthétique. En tout cas, ce n'est que grâce à une telle soustraction que l'objet subsistant ferait naître en nous ce que j'appelle des réactions esthétiques pures. Or, c'est une vérité conceptuelle que le goût est relatif, même si effectivement tout le monde préfère toujours la même chose. Supposons donc que des psychologues et des anthropologues, travaillant comme ils ont l'habitude de le faire auprès de nouveau-nés, de tribus exotiques, d'amnésiques complets et d'hydrocéphales, aient établi qu'il existe une préférence esthétique spontanée et universelle pour précisément l'objet que Duchamp a choisi pour Fontaine. Préférence qui est un invariant par rapport à toute question de signification et de métaphysique implicite. Duchamp a découvert l'objet esthétique universel. Après tout, il doit bien y avoir une raison pour laquelle le dessinateur de Moth Works a choisi cette forme modifiée d'un trifolium parmi les innombrables autres susceptibles de remplir la même fonction. Tout ce que je viens de dire a pour propos de nous rapprocher autant qu'on puisse l'imaginer d'une tabula rasa esthétique, cela dans l'unique but de montrer que rien qui y ressemblerait de près ou de loin n'intervient dans le cas de Fontaine conçu comme œuvre d'art, quel que soit le plaisir que l'objet auquel l'œuvre est liée matériellement, puisse procurer au septième sens non corrompu des nouveau-nés et des Bushmen. En effet, il serait impossible de faire cette expérience avec des nouveau-nés en prenant Fontaine dans son identité d'œuvre d'art. Car s'ils ont peut-être une propension impérieuse et irrésistible à contempler cet objet, ils sont conceptuellement innocents quant à ce qu'est une œuvre d'art. Le nouveau-né est aveugle à une chose que le critique de Blind Man pourrait voir, à savoir cet élément, quel qu'il soit, qui, plutôt que de se surajouter simplement à la forme séduisante, au charme universel, peut en réalité en causer la perte, la faire disparaître. Il n'est même pas évident de dire quelle est la couleur de Fontaine, ou si elle en a une, certes à ses faits, plutôt qu'à ce que nous pouvons esthétiser dans sa nudité, que nous devons porter attention pour voir ce qu'est une œuvre d'art. À cet effet, nous aurons besoin d'une esthétique très différente de celle qui est exemplifiée par des réactions esthétiques pures. On aura remarqué que des objets indiscernables deviennent des œuvres d'art tout à fait différentes et distinctes à la suite d'interprétations distinctes et différentes. Je considérerai donc les interprétations comme des fonctions qui transforment des objets matériels en œuvres d'art. En effet, l'interprétation est le levier qui extrait les objets du monde réel pour les élever au monde de l'art, où ils sont dotés d'attributs souvent inattendus. C'est uniquement en relation à une interprétation qu'un objet matériel est une œuvre d'art. Cela, bien entendu, n'implique nullement que ce qui est une œuvre d'art soit relatif en quelque autre sens qui mérite réflexion. L'œuvre d'art, qu'une chose devient, peut en fait avoir une stabilité remarquable. Il est peut-être superflu de préciser que toute œuvre d'art ne résulte pas de la métamorphose grâce à une interprétation d'un objet trouvé. Pour la plupart des œuvres d'art, il est plus difficile d'imaginer des pendants qui n'en soient pas, comme nous l'avions fait pour notre triade de pelle à neige. Cela surtout parce que la plupart des œuvres sont des objets qui sont introduits dans le monde avec l'intention qu'ils soient des œuvres d'art. Cependant, comme j'espère l'avoir montré ici et ailleurs,
pour n'importe quelle œuvre d'art, nous pouvons toujours imaginer un objet qui en soit indiscernable, mais qui ait été produit d'une manière qui rende inapplicable toute interprétation susceptible de le transformer. Cela ne signifie pas que cet objet ne puisse être affranchi. Une interprétation peut l'élever au statut d'art, mais il pourrait alors difficilement être l'œuvre à laquelle nous pensons en imaginant cet objet nouveau qui lui est parfaitement conforme. Supposons que je sois un terroriste culturel et que je décide de faire exploser les carrières de marbre de Carrare pour stigmatiser une bonne fois pour toutes la corruption politico-morale de la Renaissance. J'installe des tonnes de pain de plastique et j'appuie sur le détonateur en entonnant un chant d'anarchie. La poussière se dissipe et au beau milieu des éboulis, les blocs de marbre se sont affaissés les uns sur les autres de telle manière que l'ensemble qu'ils forment ne se distingue en rien du Tempietto de Bramante, si ce n'est qu'il est surmonté de quelque chose qui se distingue en rien de la Pietà avec Saint Nicodème de Michel-Ange. La sculpture serait tout à fait déplacée au sommet de la structure exquise de Bramante, adorable métaphore architecturale qui transfigure un temple romain en emblème de la chrétienté romaine et qui, à travers la référence aux monuments antiques, célèbre en même temps la continuité historique et le triomphe religieux. En revanche, au sommet de ce monceau de blocs de marbre, ce bloc de marbre de forme étrange n'est pas moins à sa place que ne le serait n'importe quoi d'autre, ou plutôt, le concept de place ne convient pas ici. Il n'y a qu'un amoncellement statistiquement curieux de rocs qui ont atterri à certains endroits en se plaçant d'une certaine manière et quelles que soient les similarités externes. Il n'y a ici ni référence ni métaphore. Cela ne signifie pas que des amoncellements ne puissent pas être des métaphores, seulement celui-ci n'en est pas une. Bien sûr, il pourrait s'agir d'un miracle, de quelque manigance inoffensive auquel se serait livré l'esprit de Jules II, mais même alors sa signification ne pourrait pas être celle du Tempietto de Bramante, même si moi je me convertissais sur le champ, ainsi bien qu'un artiste eût pu disposer de faire exploser tous ces pains de plastique, dans l'espoir qu'il arriverait quelque chose qui serait exactement tel, je ne serais pas certain de l'œuvre qu'il aurait produite, et je chercherais donc une interprétation. Cependant, il ne s'agirait pas de celle en vertu de laquelle nous situons le Tempietto dans l'histoire de l'architecture de la Renaissance, mais je me suis assez étendu là-dessus. Le concept d'art donne lieu à deux types d'erreurs, l'une d'ordre philosophique et l'autre de nature simplement critique. La première revient à interpréter un objet qui n'est pas un candidat à l'art, et la deuxième réside dans le fait de fournir une mauvaise interprétation d'un objet qui est du type adéquat. Il peut arriver qu'en train de me livrer à l'activité qui consiste à interpréter la pelle à neige, je découvre que j'ai interprété celle qu'il ne fallait pas, ce qui est différent du fait de découvrir que j'ai donné une interprétation fausse du bon objet. Selon certaines conceptions de l'interprétation artistique, il peut être correct ou incorrect d'interpréter un objet donné, mais il n'y a pas d'interprétation correcte ou incorrecte. Vous avez la vôtre et moi j'ai la mienne. Je voudrais consacrer la fin de cet essai à une exploration suffisamment poussée de la logique de l'interprétation artistique pour permettre de prendre position face à ce type extrême de relativisme. La 14e édition de l'Encyclopædia Britannica définit Fontaine comme un dispositif destiné à faire couler de l'eau dans un bassin ornemental, ainsi par métonymie sans doute, le réceptacle ornemental ou le jet d'eau lui-même. L'urinoir des Motte Works correspond parfaitement à cette définition, et si Duchamp avait eu un penchant pour la malice lexicographique, les lexicographes, du fait de leur nonchalance dans la détermination du définiens, auraient eu quelque mal à exclure ce nouveau venu indésirable de la catégorie de définidium. Je pense que son intention n'était pas tant de faire classer les urinoirs, comme Fontaine, ce que refait une étiquette de son titre, mais plutôt gardant les connotations du titre comme moyen civilisé de soulager la dilatation cystique. L'objet se trouva ainsi projeté métaphoriquement dans le domaine relevant des attributs des fontaines, conçues comme œuvres de l'architecture sculpturale, c'est-à-dire parmi des œuvres telles que Schöner Brunnen à Nuremberg, la Fontana di Trevi à Rome, la Fontaine des Innocents de Goujon à Paris,
la Prometheus fontaine de Paul Manship au Rockefeller Plaza, et non la moindre de toutes ses réalisations, le mannequin Pisse du sculpteur duquesnois à Bruxelles, sculpteur à qui Louis XV est dit avoir conféré la très recherchée croix de Saint-Louis, ce qui montre combien les mœurs ont changé entre 1619 et 1917. Qu'il ait identifié son objet comme une fontaine ne constitue donc pas une classification, mais une interprétation. Dire de cet urinoir qu'il est une fontaine est en effet un exemple de ce qu'ailleurs j'ai appelé l'identification artistique, dans laquelle la copule est compatible, mais uniquement compatible, avec la fausseté littérale de l'identification. Il est ainsi artistiquement vrai, mais littéralement faux de dire de tels morceaux de marbre taillés qu'il est Saint Nicodème, ou de telle jeune chanteuse qu'elle est Chérubin, jeune homme assoiffé d'amour, ou encore d'un morceau de prose fictionnel qu'il est le fragment d'une lettre de Pamela. Mais la boîte de soupe Campbell est réellement une boîte de soupe Campbell. Toute interprétation a pour pivot une identification artistique, et celle-ci à son tour détermine quelle partie et propriété de l'objet concerné appartiennent à l'œuvre d'art, en laquelle il se voit transfiguré par l'interprétation. Nous pourrions donc tout aussi bien définir les interprétations comme des fonctions qui surimposent des œuvres d'art à des objets matériels, au sens où elles déterminent quelles propriétés et parties de ceux-ci doivent être considérées comme faisant partie de l'œuvre, et y seront donc considérées comme significatives. Autrement qu'elle ne serait en dehors d'elle. Si l'inscription Hermut 1917 était en fait un graffiti, elle défigurerait l'urinoir, mais pas nécessairement l'œuvre, de même qu'une tache d'encre renversée peut endommager un livre, mais ne saurait en rien affecter le roman, à moins que celui-ci ne soit lui-même une sorte de roman-objet, dans le genre de Tristram Shandy. Il se peut d'ailleurs qu'en ruinant le livre, la tâche détruise un objet ayant beaucoup plus de valeur que l'œuvre, qui peut n'être que de la littérature de Camelot. Les fissures des panneaux en verre de la mariée mise à nu par ses célibataires, même de Duchamp, ont endommagé l'objet et obscurci l'œuvre, jusqu'à ce que Duchamp décida de laisser l'objet en l'état. Du même coup, il fit des fissures, une partie intégrante de l'œuvre, engageant le porteur malhabile comme collaborateur malgré lui. L'objet s'était révélé fragile, mais on ne voit pas du tout ce que pourrait signifier l'affirmation que l'œuvre est fragile. Le prédicat esthétique fragile ne conviendrait pas à cette image puissante d'un érotisme oblique dans laquelle, pour citer Richard Hamilton, la mariée est suspendue, dénudée et néanmoins inviolée dans sa cage en verre, pendant qu'en dessous les célibataires broient leur chocolat. On peut d'ailleurs noter qu'une copie du grand verre est bien plus difficile à réaliser que le grand verre lui-même. Malgré cela, il existe deux copies grandeur nature. La première réalisée par Ulf Linde en 1961 et la deuxième en 1966 à Newcastle upon Tyne, précisément par Richard Hamilton, ce que personne ne veut prendre le risque de faire voyager l'original. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas d'une œuvre d'art, il faut prendre un certain type de décision non pertinent lorsqu'il s'agit de simples objets réels, même si on essaie de couper court à la discussion en décrétant que l'œuvre est tout le machin, il restera toujours à savoir où se trouvent les limites du machin. Prenons une dernière fois le cas des pelles à neige et supposons que tout élément de la pelle à neige adéquate soit effectivement un élément d'in advance of the broken arm. Mais alors, qu'en est-il de sa position? Doit-elle être debout, à l'envers, de dos ou de front? Le choix d'une position importe-t-il ou non? Supposons que quelqu'un demande si le fait qu'in advance in the broken arm soit posé debout possède une signification particulière. Il se pourrait que la réponse soit négative, parce que le fait de se trouver dans telle ou telle position, tout en étant une propriété de la pelle à neige, n'est peut-être pas une propriété de l'œuvre. Certes, avec une pelle à neige ordinaire, on peut toujours aussi se demander ce que veut dire qu'elle se trouve placée en telle ou telle position, mais la pertinence même de la question ne saurait en tout cas jamais être mise en doute, car grâce au principe de raison suffisante, il doit toujours y avoir une réponse. On l'a tout simplement abandonnée ainsi et personne ne l'a bougée. Le chien l'a renversée, elle est simplement tombée.
Le principe de raison suffisante peut s'appliquer aussi aux œuvres d'art, mais nous sommes susceptibles de nous tromper lorsque nous posons qu'il existe telle chose en elle qui requiert ce type d'explication. Seul ce qui tombe sous une interprétation est un explanandum légitime.